Merci et merci pour l'invitation qui m'est faite ici. Alors je vais prendre en considération un certain nombre de situations dans lesquelles on trouve des cas d'occupation et en particulier je vais prendre les cas du territoire palestinien occupé, du Sahara occidental, mais également un certain nombre de territoires qui sont occupés par la Russie dans les États d'Ukraine, de Moldova et de Géorgie. Et je vais montrer que toutes ces situations, au-delà de leurs différences, en réalité renvoient à ce qu'on appelle en droit international des situations illégales qui impliquent des violations graves du droit international. Ce sera mon premier point. Pour ensuite se poser la question des conséquences juridiques qui en découlent pour l'Union européenne et ses États membres et la nécessité d'un régime cohérent de réponse. Alors tout d'abord, un certain nombre de situations d'occupation qui sont envisagées. Et au-delà donc de caractéristiques différentes entre les différentes situations, en réalité, toutes ces situations renvoient à des cas d'occupation illégale qui renvoient elles-mêmes à toute une série de violations graves du droit international et des droits humains ou du droit international humanitaire. Alors, si on prend le cas des territoires palestiniens, on a une occupation qui dure depuis 55 ans, avec une colonisation qui implique également, d'une part, une annexion de jure de Jérusalem-Est et une appropriation de facto de larges portions du territoire palestinien en Cisjordanie pour y installer donc des colonies qui sont illégales au regard du droit international. On a donc là des violations à la fois du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de toute une série à la fois de droits humains et de principes consacrés par le droit international humanitaire. S'agissant du Sahara occidental, là on a une occupation du Sahara occidental par le Maroc avec une annexion illégale puisque le peuple sahraoui dispose du droit à l'autodétermination tel que ça a été reconnu par la Cour internationale de justice. Donc on a à nouveau une violation claire du droit international dans le chef du Maroc. Et puis s'agissant de territoires occupés, contrôlés ou annexés par la Russie dans les États d'Ukraine, Géorgie, Moldova, là je fais référence à l'annexion de la Crimée et de Sébastopol et au soutien armé à une série d'entités sécessionnistes, Donetsk et Lugansk également en Ukraine, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en Géorgie et la Transnistrie à Moldova. Et donc là, on a violation extrêmement évidente également de l'interdiction de l'agression, de l'interdiction du recours à la force et de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force. Donc, dans tous ces cas, on a à l'évidence des occupations illégales qui impliquent toute une série de violations graves et systématiques de principes cardinaux du droit international, comme j'ai indiqué, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, interdiction du recours à la force, respect de l'intégrité territoriale qui s'applique tant à des États déjà existants comme l'Ukraine ou la Géorgie par exemple, mais également aux territoires sur lesquels s'applique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le territoire palestinien ou le Sahara occidental. Et toutes ces violations sont très clairement et dûment établies par toute une série de sources objectives et indiscutables, qu'il s'agisse d'avis ou de décisions de la Cour internationale de justice, de résolutions des Nations unies, d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne ou toute une série de rapports des Nations unies qui viennent encore confirmer tout cela. Et l'existence de situations illégales entraîne des conséquences juridiques pour l'ensemble des États de la communauté internationale et donc en particulier pour l'Union européenne et ses États membres. Et en particulier, ça je ne vais pas détailler, je vais laisser le soin à mes collègues de le faire, des obligations de non-reconnaissance des situations illicites et également un devoir de non-assistance qui implique qu'on ne contribue pas au maintien de la situation illégale. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse qui soit cohérente, uniforme par rapport à toutes ces situations illégales. Or, lorsqu'on se penche vers les réactions de l'Union européenne, on constate une disparité absolument extrême entre différents types de réactions. D'un côté du spectre, on a la réaction, comme il a été rappelé par Hugo Lovat, à l'annexion de la Crimée ou à la reconnaissance des entités sécessionnistes de Donetsk et Lugansk, avec une réaction qui a consisté en une interdiction absolue des importations des produits en provenance de ces territoires, l'interdiction des investissements à destination de ces territoires.
De l'autre côté, lorsqu'on prend le cas du Sahara occidental, qui est également un territoire occupé et annexé illégalement par le Maroc, là, on a un effet tout à fait inverse. On passe un accord avec le Maroc pour favoriser le commerce avec ce territoire illégalement annexé, pour favoriser l'exploitation des ressources naturelles, en passant par le Maroc et au bénéfice du Maroc. Donc là, on a une contradiction totale. Et si on se penche vers le cas de la Palestine, qui est un petit peu entre les deux, là, on a une certaine réaction via la politique de différenciation qui a été rappelée par Hugo Lovat, mais avec des mesures aussi timides que simplement mettre des petites étiquettes sur les produits qui proviennent des colonies, quand bien même ces colonies constituent en elles-mêmes des crimes de guerre. Donc il est temps que les positions de l'Union européenne soient fondées de manière cohérente sur les principes établis par le droit international en termes de devoir de non-reconnaissance et de non-assistance. Et donc il faut clairement penser à un régime cohérent en la matière. Je vous remercie. Tout d'abord, pour répondre aux remarques s'agissant du fait qu'il y a des tas de contextes différents. Donc, bien entendu, il y a des tas de contextes différents. Mais ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'à chaque fois, on a des cas d'occupations illégales, ce qui veut dire qu'en droit international, là, les qualifications sont assez similaires d'un cas à l'autre et les conséquences juridiques sont les mêmes, c'est-à-dire devoir de non-reconnaissance, devoir de non-assistance, donc de ne rien faire qui contribue au maintien de la situation illicite, en particulier en faisant du commerce qui pourrait profiter à l'État occupant ou à des colonies, par exemple. Donc c'est ça qui doit être cohérent au-delà de certaines différences. Et évidemment, chaque cas doit ensuite être examiné de manière spécifique pour voir les mesures particulières qu'il faut prendre. Mais elles doivent être relativement cohérentes. Or, c'est ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Alors, s'agissant de l'initiative citoyenne relative aux produits des colonies, ça c'est évidemment un exemple qui montre que dans le cas de la Crimée, on interdit purement et simplement toute importation de produits en provenance de la Crimée, alors que dans le cas des colonies israéliennes, alors que les colonies sont en elles-mêmes illégales, sont constitutives de crimes de guerre et que comme des tas de résolutions des Nations Unies indiquent qu'évidemment le commerce des colonies est nécessaire pour leur survie et leur développement, on continue à accepter le commerce en provenance des colonies avec simplement un petit étiquetage. Évidemment, ça n'est pas du tout cohérent et ce n'est pas compatible avec le devoir de non-assistance. Donc là, la logique simplement du droit international, c'est effectivement d'interdire. Et puis, troisième point, rapidement, sur la due diligence, le devoir de vigilance, donc les projets en la matière, c'est évidemment la traduction, là aussi, d'obligations et d'un courant qui est de plus en plus mis en avant, en particulier au niveau des Nations Unies, qui est la discussion business et human rights, les principes directeurs des Nations Unies, qui font incomber aux États ou aux organisations internationales des devoirs par rapport au comportement des multinationales. Donc il y a à la fois des obligations à charge des États ou de l'Union européenne de mettre en place un régime juridique qui permette de s'assurer que les multinationales respectent les droits humains, et puis mettre en place donc des obligations à charge directement des entreprises, comme l'illustre finalement la base de données. La base de données, c'est mettre en évidence, informer et prévenir les entreprises qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans les cas de situation d'occupation ou de colonisation. Merci. Merci. Eva Cassotti.